Cette semaine, nous parlons d'une observation, d'une corrélation non prédite par le modèle standard cosmologique concernant les galaxies et leurs satellites. Puis nous allons faire un petit tour du côté de la sonde Solar Orbiter qui va bientôt s'envoler dans 2 jours. Une sonde européenne et américaine. Et enfin, nous allons parler de l'analyse des premières données du voyageur interstellaire Borisov, cette comète étonnante. C'est le 6e numéro de 7 jours dans l'univers. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les 3 galaxies principales du groupe local, la Voie lactée, Andromède, alias M31, et Triangulum, alias M33, montrent une corrélation entre leur nombre de galaxies naines satellites, qu'on appelle NSAT, et leur ratio masse de bulbe sur masse baryonique totale, qu'on note B sur T. Un effet observé à partir de 2010. Aujourd'hui, 2 chercheurs, à l'Observatoire de Paris et à l'Université de Bonn, se penchent sur 3 autres galaxies situées en dehors du groupe local et trouvent la même corrélation. Or, les simulations fondées sur le modèle cosmologique standard, lambda CDM, ne prédisent aucune corrélation entre NSAT et B sur T. Une étude publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Il y a 2 raisons qui rendent bizarre l'existence d'une corrélation entre NSAT, le nombre de galaxies satellites, et B sur T, le rapport masse du bulbe sur masse baryonique totale. La première est que dans le modèle lambda CDM, NSAT doit être corrélé uniquement avec la masse du halo de matière noire, et donc avec la vitesse de rotation du disque galactique. La seconde est qu'on observe des galaxies qui ont des vitesses de rotation très similaires, mais avec des masses de bulbes très différentes. Donc on ne s'attend pas à voir une corrélation entre NSAT et la masse du bulbe. Les simulations de formation galactique fondées sur le modèle lambda CDM montrent clairement une absence de corrélation entre NSAT et B sur T, pour des galaxies dont la masse stellaire s'étend entre 10 milliards et 100 milliards de masses solaires. Behnam Javanmardi et Pavel Krupa ont utilisé les données publiées sur 3 galaxies étudiées depuis de longues années et dont les galaxies naines satellites sont bien identifiées. M81, Centaurus A et M101. Les ratios B sur T de ces 3 galaxies se distribuent entre 0,05 pour M101 et 1,0 pour Centaurus A. Cette dernière étant un peu atypique, car étant une galaxie lenticulaire qui n'est donc formée que d'un bulbe. Leur nombre de galaxies satellites, NSAT, présentes dans un rayon de 250 kpc, varie quant à lui entre 8 pour M101 et 29 pour Centaurus A. On voit déjà que plus B sur T est élevé, plus NSAT est grand. Mais quand on trace les points dans un graphe avec B sur T en abscisse et NSAT en ordonnée, et que l'on trace aussi les galaxies du groupe local, dont la Voie lactée, on constate que les 6 points forment une belle corrélation quasi linéaire. La galaxie M33 a par exemple un B sur T égal à 0,01, très faible, et 0 satellite. Et notre galaxie a elle un ratio B sur T de 0,2 et un NSAT égal à 12. Le coefficient de corrélation linéaire que Javanmardi et Krupa obtiennent vaut 0,94 et la probabilité de signifiance de cette corrélation est de 99,5%, soit autour de 3 sigma. Selon le modèle standard lambda CDM, NSAT est directement relié à la masse du halo de matière noire. Plus le halo est massif, plus le nombre de sous-halos accrétés est important, c'est-à-dire le nombre de galaxies satellites.
Et les halos les plus massifs accrètent aussi plus de matière baryonique, formant donc des galaxies avec plus de masse stellaire. Et le modèle stipule aussi que plus les galaxies ont une grosse masse stellaire, plus elles ont une forte probabilité de développer un bulbe massif. Donc, le modèle lambda CDM prédit une corrélation faible entre NSAT et M-bulbe, B, mais aucune corrélation entre NSAT et B sur T. Pour qu'une telle corrélation existe, telle qu'observée par Javanmardi et Krupa, il faudrait selon eux que la formation des bulbes galactiques soit différente de ce qu'on pense, peut-être avec une connexion plus profonde avec l'environnement galactique à grande échelle. Les auteurs notent en effet que les galaxies satellites de M81 et Centaurus A se répartissent en disques, comme ce qui est observé pour la Voie lactée et Andromède, et que des galaxies comme M101 ou M94 ont une pauvre population de satellites, en conflit avec le modèle standard. Des astrophysiciens ont alors évoqué un possible lien entre la présence d'un grand nombre de satellites, c'est-à-dire NSAT, et l'environnement proche des galaxies, l'effet gravitationnel qu'elles exercent entre elles. En effet, si les galaxies satellites sont des galaxies naines, impactées par des effets de marée gravitationnelle, la croissance du bulbe galactique, des spirales, peut être boostée par des rencontres avec elles. Et cela expliquerait aussi la formation de structures en disque pour les galaxies satellites. Mais pour retrouver une corrélation entre NSAT et B sur T, il suffirait aussi qu'il existe une forte corrélation entre masse baryonique totale et masse du halo de matière noire. Ou que la formation d'étoiles soit augmentée d'une manière ou d'une autre par la matière noire. Mais Javanmardi et Krupa relèvent un point intéressant dans les différentes galaxies étudiées. M81, M101 et la Voie lactée ont une masse stellaire, c'est-à-dire la masse en étoiles, qui est très similaire, mais en revanche des valeurs très différentes de NSAT et de B sur T. Il apparaît donc qu'il n'y a pas de corrélation entre ces paramètres et la masse en étoiles. Donc entre la masse du halo noir, qui est liée à NSAT, et la masse baryonique en étoiles. Ces nouvelles analyses apportent donc plus de questions sur les liens entre matière noire et matière baryonique qu'elles n'apportent de réponse. Comme souvent, de nouvelles observations sont indispensables pour obtenir plus de cas et renforcer la corrélation qui est observée et montrer son universalité. Le point fort de cette étude est en tout cas de montrer que l'effet ne se limite pas aux galaxies du groupe local, mais semble exister au-delà, dans d'autres groupes de galaxies de l'univers local, jusqu'à une distance de 7 mégaparsecs. Une étude publiée en préprint à la fin de l'année dernière indique déjà la découverte de plus de 120 galaxies satellites autour de 10 grosses galaxies, dont la célébrissime M104, la galaxie du sombrero, qui est située à 9,5 mégaparsecs, et qui en arbore 27 dans un rayon de 150 kiloparsecs. Et on connaît approximativement son rapport B sur T, qui est supérieur à 0,7. La corrélation semble donc se confirmer. Au moment où les premiers très nombreux résultats de la sonde Parker Solar Probe sont publiés dans un supplément spécial de Astrophysical Journal, plus de 50 articles d'un coup consacrés aux seulement 2 premières orbites de la sonde sur ces 24 prévues, bon, nous y reviendrons, eh bien c'est une autre sonde d'exploration du Soleil qui va prendre son envol dans quelques jours, lancée par une fusée Atlas V depuis Cap Canaveral,
Une sonde conjointe entre les agences spatiales européennes et américaines, Solar Orbiter. Après une série de rebonds autour de Vénus et de la Terre, la sonde aura pour objectif d'étudier le Soleil à l'aide de nombreux instruments, dans une orbite très elliptique et hors écliptique. La mission est présentée cette semaine dans Nature Astronomy. Cela fait plus de 4 siècles que les taches solaires sont observées au télescope, et plus de 60 ans que le vent solaire a été découvert. Mais de nombreux mystères sur la machinerie du Soleil et de son atmosphère sont toujours là. Le but principal de Solar Orbiter sera d'apporter des données multiples pour mieux comprendre le couplage existant entre le Soleil et l'héliosphère. Les scientifiques de l'ESA et de la NASA ont prévu une combinaison de 6 instruments pour observer le Soleil et la couronne et 4 autres instruments pour mesurer le vent solaire impactant la sonde. Solar Orbiter va permettre en même temps d'analyser le plasma qui forme le vent solaire, sa composition et sa propagation, et son origine à la surface du Soleil. L'instrument SWA, Solar Wind Analyzer, va mesurer les propriétés des électrons, des protons et des ions lourds. MAG est un magnétomètre pour mesurer les champs magnétiques. RPW, Radio and Plasma Waves, est quant à lui un radiomètre dédié à l'analyse du plasma. Et EPD, Energetic Particle Detector, comme son nom l'indique, détectera des particules dans la bande des hautes énergies. Du côté des imageurs, Solar Orbiter est doté d'un imageur UV à haute résolution, EUI pour Extreme Ultraviolet Full Sun and High Resolution Imager, d'un coronographe nommé METIS, d'un imageur polarimétrique et sismique nommé PHI, d'un imageur héliosphérique, Solo HI, d'un spectro-imageur UV, SPICE, et enfin d'un télescope spectromètre X, STIX. Les 4 questions fondamentales auxquelles les astrophysiciens espèrent obtenir des réponses avec ces 10 instruments de pointe sont, premièrement, qu'est-ce qui produit le vent solaire et d'où vient le champ magnétique de la couronne ? Deuxièmement, comment l'héliosphère se retrouve aussi variable ? Troisièmement, comment les éruptions solaires produisent les particules énergétiques formant l'héliosphère ? Et enfin, comment fonctionne la dynamo solaire et quel est son rôle dans la connexion Soleil-héliosphère ? Solar Orbiter viendra ainsi compléter utilement les données recueillies par la mission Parker Solar Probe. Les rebonds d'assistance gravitationnelle obtenus en cours de route autour de Vénus et de la Terre vont mener Solar Orbiter sur un plan orbital incliné de 33 degrés par rapport à l'écliptique, ce qui va permettre pour la première fois de voir les pôles du Soleil. Solar Orbiter prend la suite des missions SOHO en 95 et Ulysse en 90, en reprenant les mêmes principes. Une orbite en dehors de l'écliptique et une approche du Soleil suffisamment près pour pouvoir encore utiliser des télescopes, ce que ne peut pas faire la sonde Parker qui s'approche bien trop près. Le périhélie maximum de Solar Orbiter sera situé à 0,28 unités astronomiques, soit 42 millions de kilomètres du Soleil. Après son lancement, le 10 février, la sonde atteindra son premier périhélie en juin 2020, où une partie de ses instruments commenceront à être opérationnels. Mais la totalité des 10 instruments seront pleinement fonctionnels seulement en novembre 2021, et devraient le rester jusqu'en 2025 au minimum, avec une extension possible jusqu'en 2030. Avec Parker et maintenant Solar Orbiter, les spécialistes du Soleil s'attendent à vivre une très riche décennie qui va probablement transformer les connaissances que nous avons sur notre étoile.
toutes les données seront rendues publiques pour toute la communauté scientifique 3 mois après leur réception sur Terre. Le 30 août 2019, une comète pas comme les autres fut découverte. 2I Borisov avait une orbite bien trop hyperbolique pour provenir et rester dans notre système solaire. C'était donc le second visiteur interstellaire qui passait à proximité du Soleil en l'espace de 2 ans, après le premier 1I Oumuamua. Aujourd'hui, des observations effectuées avec Hubble ont permis d'obtenir des informations très intéressantes sur cet objet venant d'ailleurs, et des analyses de dynamique tentent de trouver l'étoile dont il provient. 2 études publiées dans The Astrophysical Journal Letters et Astronomy and Astrophysics. 2I Borisov avait atteint son périhélie, c'est-à-dire son point le plus proche du Soleil, en décembre 2019. Il est depuis reparti vers les confins du système solaire et devrait atteindre l'orbite de Jupiter en juillet 2020, puis celle de Saturne en mars 2021. 2I Borisov est très différent de 1I Oumuamua. On se souvient que ce dernier ne montrait aucun dégazage, et surtout qu'il avait une forme très allongée, très étonnante pour un tel corps. 2I Borisov, lui, a montré une réelle chevelure de gaz et de poussière, comme une comète, et a une forme bien plus conventionnelle. David Jewitt de UCLA et ses collaborateurs ont observé 2I Borisov avec le télescope Hubble alors qu'il approchait son périhélie à une distance de 2,4 unités astronomiques du Soleil. Pour mesurer la taille du noyau de 2I Borisov, Jewitt et ses collaborateurs ont utilisé 3 contraintes indépendantes. Sa brillance de surface, son accélération induite par des forces autres que la gravitation, et sa production de gaz. En considérant un albédo de 0,04, les chercheurs trouvent une taille comprise entre 200 et 500 mètres, alors que les premières estimations étaient beaucoup plus grandes, entre 2 et 16 km. Ils obtiennent également une valeur minimale pour la densité du visiteur. Elle doit dépasser 25 kg par mètre cube, soit une densité de 0,025, ce qui le différencie encore plus de son prédécesseur 1I Oumuamua, dont la densité estimée est très faible, inférieure à 0,01. Jewitt et ses collègues montrent que la rotation de Borisov, du fait de sa petite taille, pourrait être fortement influencée par le dégazage qu'il subit encore à proximité du Soleil, c'est-à-dire dans la région inférieure à 3 unités astronomiques du Soleil, là où la sublimation de la glace est non négligeable. Sa vitesse de rotation pourrait augmenter si fortement, selon les astrophysiciens, qu'elle pourrait le briser en plusieurs morceaux d'ici la fin 2020, ce qui correspondra aux dernières observations. Sa brisure pourrait donc être observée si elle a lieu. Et Jewitt et son équipe ne s'arrêtent pas là. À partir de la visite inopinée de Oumuamua et de Borisov, ils calculent la probabilité que des corps d'origine interstellaire, comme ces 2 spécimens, dont la taille est de l'ordre de 100 mètres, impactent la Terre. Le résultat est que ça doit arriver une fois tous les 100 à 200 millions d'années. Corinne Baylor-Jones du Max Planck Institute für Astronomie à Königstuhl et ses collaborateurs, eux, se sont intéressés à la provenance possible de 2I Borisov. En connaissant d'un côté sa trajectoire, sa vitesse d'arrivée et les forces induites par son dégazage qui modifient sa trajectoire, et de l'autre côté la position et la vitesse précise de plusieurs dizaines de millions d'étoiles relativement proches, grâce au télescope Gaïa,
il est possible de faire défiler le film en arrière pour voir si la trajectoire du corps errant ne croiserait pas une étoile dans le passé. Baylor Jones et ses collaborateurs ont travaillé sur 7,4 millions d'étoiles. Ils trouvent 14 étoiles qui ont croisé d'assez près Borisov, à moins de 1 parsec. Et parmi elles, effectivement, une étoile qui a rencontré Borisov de très près, il y a 910 000 ans. Elle est appelée Ross 573, une étoile naine située à 21 parsecs, c'est-à-dire 65 années-lumière. La trajectoire de Borisov s'approche de l'étoile à une distance de seulement 0,068 parsecs, ce qui fait 14 000 unités astronomiques, ou 0,22 années-lumière, et avec une vitesse de 23 km par seconde. En faisant l'hypothèse que Ross 573 possède un nuage de petits corps du type du nuage d'Oort qui entoure le Soleil, les astronomes calculent le rayon que pourrait avoir ce nuage d'après l'estimation de la masse de l'étoile, 0,7 masse solaire. Le facteur d'échelle par rapport au système solaire est de 0,9, ce qui veut dire qu'il serait quasi de la même taille, soit 100 000 unités astronomiques. Borisov pourrait donc largement provenir d'un tel réservoir d'astéroïdes autour de Ross 573. Les chercheurs expliquent qu'une éjection induite par une interaction à 3 corps, l'effet d'une planète ou d'une étoile binaire, est théoriquement possible. Mais c'est la grande vitesse acquise par 2I Borisov qui surprend et qui est mal expliquée. Ross 573 ne montre aucun signe de binarité et aucun passage rapproché d'une autre étoile à proximité qui aurait pu perturber le système ne semble avoir eu lieu durant la plage temporelle utile. Alors pour se convaincre, Baylor Jones et ses collaborateurs calculent la probabilité d'une telle rencontre très rapprochée à une distance de 0,068 parsec entre deux objets dans notre région galactique. Ils trouvent une occurrence de 0,088, plus ou moins 0,01, fois par million d'années, ce qui fait une fois toutes les 11,3 millions d'années. Cette échelle de temps est 12 fois plus grande que le temps qui s'est écoulé depuis cette rencontre, ce qui suggère que la rencontre entre Borisov et Ross 573 n'était pas fortuite, selon les chercheurs. On peut aussi calculer la probabilité de cette rencontre avec l'hypothèse de la densité en étoiles, 0,1 par parsec cube, et en calculant le nombre de survols ayant lieu à moins de 0,068 parsec durant un trajet égal à la distance séparant Ross 573 et le Soleil. Baylor Jones trouve un nombre moyen de tels survols lambda de 0,044. La probabilité que l'on en déduit via la statistique de Poisson vaut 1 moins exponentielle moins lambda qui vaut 0,04. La probabilité qu'il s'agisse simplement du survol d'un objet venant de plus loin est donc très faible. Les astrophysiciens notent cependant que si 2I Borisov vient de plus loin et qu'il est âgé de plus de 10 millions d'années, l'âge du voyage, la probabilité pour qu'il trouve son système parent est quasi nulle, du fait que l'astéroïde comète parcourt 33 parsecs par million d'années et que les données astrométriques de précision à notre disposition deviennent très rares au-delà de la centaine de parsecs. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!